Vous étiez chroniqueur chez RT France, mais également chez Sputnik, et vous avez décidé le 24 février dernier, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de vous mettre en suspens de votre collaboration avec ces deux médias. Donc vous avez clairement condamné cette invasion de l'Ukraine par la Russie, et pour autant, vous êtes souvent décrié par vos détracteurs comme un ami du Kremlin. Comment vous analysez ces critiques à votre égard, mais plus largement cet anathème qui peut être fait à l'égard des personnes qui ne suivent pas forcément la doxa dominante aujourd'hui sur la question de la Russie? Alors, tout d'abord, et c'est une chose extrêmement importante, j'ai condamné très fermement, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est le mot que vous avez utilisé, l'agression russe en Ukraine. Parce que je la trouve inutile, parce que je la trouve injustifiée, et donc étant injustifiée, elle est évidemment hautement condamnable. Donc ça, si vous voulez, c'est un point de départ absolu. Ayant fait cela, je ne pouvais plus moralement, continuer de travailler comme avant, en tous les cas tant que durerait cette guerre, avec les gens de Russia Today et les gens de Sputnik. Ce que d'ailleurs la direction française de Sputnik a parfaitement compris, puisqu'elle m'a même laissé faire une dernière émission où j'ai expliqué mon choix, où j'ai pu expliquer mon choix à l'antenne. Bon, donc, si vous voulez, c'est quelque chose quand même d'extrêmement important. Après, dire que je condamne très fermement cette guerre et cette agression contre l'Ukraine ne veut pas dire que je tienne les Ukrainiens pour des petits saints, pour des gens parfaitement innocents. Il est une évidence que l'Ukraine n'a jamais cherché à appliquer les accords de Minsk, dès 2015. Il est une évidence que les pays occidentaux qui étaient les garants de l'accord de Minsk, la France et l'Allemagne, pour le dire, n'ont pas fait les pressions nécessaires sur le gouvernement ukrainien, qui d'ailleurs a reprovoqué une réunion et peut-être aboutir à des accords qui auraient été plus matériellement organisables, qu'on aurait pu appeler Minsk 3. Je pense qu'il faut écouter la position des Russes sur l'extension de l'OTAN. Alors bien sûr, on va dire, mais l'Ukraine n'était pas prête à entrer dans l'OTAN. C'est une évidence. Mais il est aussi évident que les États-Unis armaient l'Ukraine très fortement depuis 2014 et qu'ils avaient de facto intégré l'Ukraine, si ce n'est à l'OTAN, au moins dans leur dispositif en Europe occidentale. Donc, il est parfaitement compréhensible qu'il y ait eu, de ce point de vue-là, une inquiétude des Russes, et une inquiétude qui venait se doubler, évidemment, je dirais, d'une certaine colère devant le refus du gouvernement ukrainien. Dernier point, je suis parfaitement conscient que la situation qui existait au Donbass ne pouvait pas continuer. En un sens, il y avait... C'est-à-dire une position où les pro-russes contrôlent une partie du territoire et les Ukrainiens... C'est plus que ça. C'est le fait que l'on était dans une situation d'incidents répétés causant des pertes civiles. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un génocide. Si vous voulez, tous les gens qui utilisent le mot génocide, que ce soit pour le Donbass ou que ce soit pour l'Ukraine, se décrédibilisent complètement. Mais il est vrai que ces dernières années, les incidents aient été provoqués à 75 ou 80% par les Ukrainiens, que ces incidents ont tué beaucoup de civils. Alors, bien sûr, il y avait moins de morts en 2021 qu'il y en a eu en 2018. On voit d'ailleurs que le nombre de morts diminue, mais malgré tout, il y avait constamment des incidents. Et donc là, il y a une responsabilité collective de la part de l'ensemble des pays qui étaient intéressés, si vous voulez, à cette question. La Russie, l'Ukraine, mais aussi la France et l'Allemagne, d'avoir laissé s'envenimer cette situation, de l'avoir laissé perdurer et de n'avoir rien fait pour la régler. Vous avez trouvé qu'Emmanuel Macron n'était pas assez efficace dans sa main tendue avec Vladimir Poutine, à le recevoir à Versailles, à Brégançon. On a senti malgré tout une envie de s'ingérer un peu dans le conflit, de régler la situation. Pour vous, c'était que des mots? Si vous voulez, je ne pense pas que c'était que des mots, mais je pense qu'il s'y est mal pris. Après, si vous voulez, là-dessus,
on vérifie une politique à son résultat. Alors, je ne conteste pas qu'Emmanuel Macron a cherché à maintenir une certaine autonomie stratégique de la France, qu'il considérait qu'il ne fallait pas se mettre d'emblée dans la main des États-Unis et qu'il fallait maintenir un flux commercial avec la Russie, mais il n'a rien fait sur la question du Donbass, qui était pourtant, d'une certaine manière, la question dont tout dépendait. Et de ce point de vue-là, que la France dise à l'Ukraine « Nous sommes prêts à former vos militaires et à vous armer ». Maintenant, il faut, comme toujours, regarder quel est, d'une certaine manière, le problème principal. Et le problème principal, c'était le fait que les Ukrainiens, enfin le gouvernement ukrainien, ne faisait rien pour calmer les choses. Le gouvernement ukrainien a traîné des pieds, a menti aux observateurs de l'OSCE quant au retrait des armes lourdes. Il a toujours maintenu une capacité de feu qui visait les républiques autoproclamées. Il a donc été responsable de pratiquement 80% des morts sur le Donbass. D'ailleurs, beaucoup de gens, moi, quand j'étais dans la République populaire de Donetsk, autoproclamée de Donetsk, beaucoup disaient qu'en fait, il y avait un plan d'invasion, de récupération de ces territoires par les Ukrainiens, et que d'ailleurs, s'ils n'étaient pas soutenus par la Russie, ils auraient été complètement laminés, parce qu'en face, les Ukrainiens sont extrêmement forts, sont formés, sont armés, etc. Et d'une certaine façon, ils voyaient la réaction. C'est là où ma question, c'est est-ce que pour vous, ça aurait été la même chose si Vladimir Poutine s'était contenté d'attaquer la partie du Donbass contrôlée par les Ukrainiens, et non pas toute l'Ukraine, c'est-à-dire Kiev? Alors, moi, ce que je pensais, jusqu'au... Vous y attendiez d'ailleurs ou oui, pas? Parce que c'est vrai qu'il y avait je m'attendais à ce qu'il y ait des problèmes. Je ne m'attendais pas à cette guerre. Je le dis très nettement. Hein, je ne pensais pas qu'on irait à la guerre. Par contre, je pensais que la Russie allait reconnaître les républiques séparatistes du Donbass qu'elle n'avait pas reconnues. Donc de 2014 au début de l'année 2022, la position de la Russie, c'était ces républiques font partie de l'Ukraine. La porte était encore ouverte. Donc voilà, elles doivent avoir un statut particulier. Il faut modifier la constitution ukrainienne pour cela, mais elles font partie de l'Ukraine. Nous ne cherchons pas à les annexer, nous ne reconnaissons pas leur indépendance en particulier. Bon. Donc, je pensais que, à la fin des fins, lassé de l'attitude du gouvernement ukrainien, le gouvernement russe allait reconnaître ces républiques, l'armée russe allait donc officiellement pénétrer et, d'une certaine manière, protéger ces républiques. Mais je ne pensais pas que l'on irait à ce que je considère une folie, qui est le fait d'attaquer l'Ukraine et de provoquer, à travers cette attaque, d'une certaine manière, la recomposition de l'OTAN. Pas oublier, qui a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale? C'est Emmanuel Macron, quand même. Et d'une certaine manière, de provoquer aussi une espèce de réunification, alors très temporaire. De l'Union européenne aussi. La Pologne est réhabilitée, c'est voilà, fou d'ailleurs. Hein. On sent bien que c'est quelque chose d'extrêmement provisoire, parce que d'ores et déjà, il y a de nouvelles tensions qui émergent en Europe, mais quand même. Et donc, là-dessus, je pense que le bilan politique, en tous les cas à court et moyen terme, pour la Russie, est négatif. Et donc, je le répète, cette guerre n'était pas nécessaire, elle n'était pas justifiée, et de ce point de vue-là, toute guerre qui n'est pas justifiée est évidemment condamnable. Alors justement, on va parler de la question des sanctions, hein, il y en a de plus en plus. Est-ce que vous pourriez résumer, alors c'est toujours un peu compliqué, mais pour ceux qui nous écoutent, en quoi ces sanctions peuvent concrètement impacter leur vie aussi demain, parce que c'est presque la première fois que ça peut vraiment arriver sur des sanctions internationales, et comment ça peut bousculer l'ordre géopolitique mondial par rapport à l'Asie, par rapport à différents continents? Alors vous avez tout à fait raison, et il faut dire que le terme de sanction est désormais inadéquat. Nous avons basculé d'une situation où, depuis 2014, jusqu'au premier jour du conflit. Oui, parce qu'il y avait déjà des sanctions. Il y avait un système de sanctions, à une logique qui désormais est une logique de guerre économique, si vous voulez. C'est vrai,
Bruno Le Maire a été le premier à employer ce terme. Il avait fait d'ailleurs une erreur. Et je pense que c'était de toutes les manières une erreur de monter d'un cran et d'un cran important là-dedans. Alors maintenant, en quoi consiste cette guerre économique ? Eh bien, il y a essentiellement 3 aspects. Il y a un aspect d'abord financier. On voit bien que les pays occidentaux, pays de l'Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont cherché à déstabiliser et à mettre par terre le système financier russe. Là, c'est plutôt un échec. Il y a une politique de sanctions qui vise des exportations stratégiques vis-à-vis de la Russie. Là aussi, c'est un demi-échec. On est même plus près de l'échec total que dans la partie qui concernait les exportations occidentale vis-à-vis de la Russie. Mais donc, c'est 3 choses, cette guerre économique. Alors, maintenant, les conséquences pour le français moyen, si tant est que ça existe, un français moyen. Première conséquence, c'est cette guerre économique venant s'ajouter à une situation qui était très tendue depuis la fin du printemps 2021. Sur les matières premières, mais aussi sur une partie des produits manufacturés. Qui inquiétait beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans l'industrie. Tout à fait, et on voit bien, alors, il y avait des inquiétudes, que ce soit sur le prix des hydrocarbures, le prix des matières premières agricoles, mais aussi les composants électroniques, parce que, d'une part, les flux étaient devenus extrêmement instables, avec de multiples reconfinements en Chine et puis globalement une désorganisation des chaînes internationales de production. Bon. Là-dessus, ce qui se passe en Ukraine est en train de provoquer de très fortes hausses, alors sur les hydrocarbures, naturellement. On oublie souvent, quand on étudie surtout les abstentions à l'ONU à propos des sanctions, on réalise en fait que c'est presque du 50-50. Ça veut dire le monde occidental est coalisé contre la Russie, mais tous les autres, globalement, à minima, s'abstiennent. Et il y a les grands pôles, l'Inde, la Chine, le Pakistan qui... Et si vous le calculez, cette fois-ci, non plus en termes de nombre de votes, mais en termes de poids dans le PIB mondial ou de poids dans la population mondiale, c'est écrasant. Si vous voulez, c'est écrasant. Alors le problème, c'est que ça a pu aussi donner naissance à un sentiment maintenant très apparent dans l'élite russe, qui consiste à dire « nous allons faire un immense bras d'honneur à l'Occident ». Et c'est la raison pour laquelle ils ne se donnent même plus la peine d'argumenter leur position vis-à-vis des Occidentaux. Moi, par exemple, personnellement, j'ai trouvé, dans l'esprit d'un Français, on se dit les Russes sont des pros de la propagande. Moi, je trouvais, quand j'étais en Donbass, qu'en fait, absolument pas. Ils communiquent sur un bout de télégramme en russe, ils prennent même pas la peine d'envoyer des communiqués de presse en anglais. Ils partent du principe que de toute façon, c'est perdu. Exactement. Et en plus, il y a le fait que la Russie a déjà un pied dans l'Asie. C'est peut-être pour ça qu'on s'oppose autant, parce qu'elle est dans une forme d'entre-deux. C'est une grande tradition, si vous voulez. J'explique depuis les années 90 que la Russie n'est pas un pays d'Europe, que la Russie n'est pas un pays d'Asie, que c'est un pays qui fait le pont entre l'Europe et l'Asie. Bien. Quelque chose... Même les Russes, d'abord, ne voulaient pas le voir. Parce que vous aviez, dans les élites russes, en particulier dans les années 90 et au début des années 2000, un sentiment pro-occidental envie d'être respectable. Et extrêmement fort. Bien. Mais c'est une réalité. Et à un moment donné, les représentations des êtres humains finissent par s'adapter aux réalités, ou alors ils deviennent fous. Si vous voulez, quand vous avez un groupe d'êtres humains qui développent des représentations qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité, ça vous donne Hitler, si vous voulez. Mais les Russes, eux, restent extrêmement sensibles aux réalités. Le problème, c'est qu'ils voient des réalités que nous refusons à voir. Pourquoi ? Parce que la conséquence de cette désoccidentalisation du monde, c'est que le monde occidental, et en particulier l'Europe occidentale, avec son histoire, avec les principes politiques sur lesquels elle est fondée, qui sont hautement respectables, mais que nous ne sommes plus en mesure, non seulement même
de donner notre impulsion au monde, là, c'est fini depuis maintenant assez longtemps, mais que nous sommes même devenus marginaux par rapport à l'évolution du monde. Et moi, j'ai été très frappé dans la manière dont la presse indienne, alors anglophone, je vous dis tout de suite, je ne parle pas les différentes langues de l'Union indienne, bien, mais que simplement la presse anglophone indienne, et il faut quand même rappeler que l'Inde est ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, ça reste un régime, bien sûr, qui a toute une série de problèmes, toute une série de défauts, mais qui est immensément plus démocratique que la Chine, il faut quand même s'en souvenir. Bien, la presse indienne n'a pas du tout traité cette guerre comme nous l'avons traité en Occident. Et moi, ce qui me frappe aussi... On la traite encore comme si on était les champions du monde. Voilà, et nous ne le sommes plus. Et non seulement nous ne le sommes plus, mais nous sommes actuellement en train de nous rétrécir à n'être qu'une périphérie du continent eurasiatique.